Bonjour, ravi de vous accueillir pour une nouvelle édition de Lumière intérieure. Cette semaine, nous retrouvons quelqu'un qui fait la pluie et le beau temps, ou plutôt qui le raconte très bien. Il s'agit de Louis Baudin. Bonjour Louis Baudin, le Bonjour. monsieur météo, comme Oui. on vous appelle souvent, Très souvent. de TF1 et aussi d'RTL, chef du service météorologique d'RTL d'ailleurs. C'est vous qui êtes à la tête de ce service grâce à Noël Quidel, il me semble, à l'époque. À l'époque, c'est ça. Voilà, ancien patron du Parisien, et passé Paris Télé. Voilà, merci d'être avec nous pour la première fois plaisir, dans Lumière merci. intérieure sur KTO. Et on va commencer par parler un peu de météo et de votre actualité. Alors c'est vrai que la météo est de plus en plus dans l'actualité. Oui, exactement. C'est aujourd'hui quelque chose qui est universel. Ça l'a toujours été. D'ailleurs, souvent les conversations, on les introduit avec ça. C'est l'une des premières choses qu'on demande, tiens, il faisait dont frais on ce parle. matin, tiens, vous avez vu, ouais, oh, bah oui, il a fallu se couvrir. Voilà, et hop, ça ouvre la conversation en général vers d'autres sujets. Il n'y a pas que celui-là. Donc c'est quelque chose d'universel. Et effectivement, aujourd'hui, au-delà du fait que la météorologie a progressé, donc on peut apporter une information intéressante pour son week-end, l'activité professionnelle, les agriculteurs. Voilà, on a aujourd'hui cette capacité sur quelques jours d'apporter une information utile. Et puis il y a la deuxième couche, si je puis dire, qui est maintenant cette inquiétude, en tout cas ce défi du réchauffement climatique, où indéniablement nous avons une responsabilité importante à l'échelle collective depuis quasiment le début de l'ère industrielle. Donc ça, effectivement, ça donne une double casquette aujourd'hui dans la réflexion ou dans le rapport qu'on peut avoir avec les autres. Alors moi, à travers des médias, mais pas seulement. Parce que maintenant, c'est au quotidien, quand on me reconnaît ou même dans les échanges, il y a cette idée de parler de ce futur où la météorologie a forcément une importance de plus en plus prégnante, avec même parfois un côté un peu inquiétant, ce qui là pour moi est un peu plus gênant, parce que je pense qu'il faut au contraire rester totalement engagé, plutôt positif, plutôt dans un esprit de dire, bon ben voilà, on a peut-être fait des erreurs, on a peut-être été trop vite sur certaines choses, mais on doit encore avoir la capacité, on doit encore avoir cette volonté de changer, ou en tout cas d'être plus résilient. Justement, quand vous croisez des gens dans la rue et qui vous posent des questions sur la météo, est-ce que les questions ont un peu changé avec le temps? Avant, c'était peut-être est-ce qu'il va faire beau demain, après-demain? Et est-ce qu'on n'entend pas plutôt effectivement cette petite musique quel sera le temps l'année prochaine? C'est ça. Le changement climatique, vous Il le y a sentez? exactement les deux. Il y a toujours cette première question, voilà, un peu boutade, il y en a marre, il fait trop beau, il fait trop chaud, il fait trop froid, voilà. Qu'est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va changer? Et puis derrière, très, très souvent, il y a effectivement, alors qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut le faire? Où est-ce qu'on en est? Enfin voilà, il y a cette interrogation, ou en tout cas cette demande, mais c'est plutôt bon signe. Moi j'aime bien, je suis content qu'il y ait... avant, il n'y avait pas ce souci-là. Avant, il n'y avait pas cette projection, est-ce qu'on laisse un impact ou une empreinte trop forte sur la planète, que ce soit en matière de météo, de biodiversité, de rapport aux autres espèces. Et aujourd'hui, cette question vient. Donc je me dis, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a intégré dans notre réflexion, on a intégré dans notre façon de penser l'avenir, eh bien, à cette dimension-là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, pour moi. Dans notre façon de penser, peut-être pas forcément dans notre façon d'agir encore, complètement. Ouais, alors moi, je suis d'un naturel optimiste, donc je me dis quand même, dans ce que j'entends, oui, tout le monde n'agit pas de la même façon, mais je crois que très honnêtement, quand même, il n'y a plus qu'une petite minorité qui n'agit pas. Il y a des changements de comportement aussi. Oui, il y a des changements de comportement quand même. Alors c'est peut-être pas assez, c'est pas assez vite pour certains, mais je pense que très honnêtement, une énorme majorité aujourd'hui prend un petit peu le virage, fait attention avec son robinet, quand il se déplace, fait aussi attention à peut-être être un peu plus économe, peut-être marcher un peu plus, parce que on sait que là aussi, peut-être de faire un peu de sport ou un peu d'activité physique, ça peut nous aider. Donc tout ça, je pense que globalement, quand on regarde chacun à son niveau, au moins dans un domaine, fait une petite action qui va dans le bon sens. Alors après, oui, peut-être qu'il faudra en faire encore un petit peu plus, il faudra aller plus loin, bien sûr. Mais moi, je trouve que quand même, ça bouge un peu. Puis, de toute façon, il y a toujours les récalcitrants. Ceux-là, ils ont toujours existé dans notre progression. Depuis que la civilisation progresse, il y a toujours eu des gens un peu à la marge, des bandits, il y a toujours eu des gens qui ne croyaient pas à l'avenir, qui étaient pessimistes. Donc voilà, ça fait partie du jeu. Ce qui compte, c'est que l'immense majorité, elle, est en vie, soit dans cet engagement et dans cette envie de changer. A conscience du changement et plus engagée pour changer aussi.
On a vu avec les dernières tempêtes que les prédictions étaient quand même de plus en plus fines, de plus en plus pointues. Votre science, c'est une science, a énormément évolué. Est-ce que vous êtes effectivement de plus en plus précis aujourd'hui, ou pour certains événements, parce qu'il y a des événements de plus en plus extrêmes, c'est aussi de plus en plus difficile à savoir quand ça va arriver? Enfin, comment ça se passe concrètement? Vous savez, quand on apprend ce métier-là, très vite, ce que l'on apprend, c'est qu'il faut rester très humble, très modeste par rapport à la nature. Oui, on a progressé, oui, on sait de plus en plus de choses, mais pas tout. Parce que pour certaines tempêtes, c'était vraiment à l'heure près, voilà. et les choses ont pu être à très court terme, si je puis dire. On parvient maintenant effectivement à affiner les prévisions 24, 48 heures. On commence à être un petit peu plus juste sur l'intensité, sur la localisation, sur la durée. Tout ça progresse, même si parfois on peut encore faire quelques petites erreurs, mais c'est vrai que moi j'ai commencé à 35 ans. On n'était pas fiable du tout. Je raconte toujours cette anecdote parce qu'on me l'a raconté. C'est quand je disais, alors c'était au doigt mouillé comme métier, mais oui, c'était un peu de ça. Je disais, je suis météorologiste. On me regardait avec un petit air, mais c'est pas un métier ça. Tellement effectivement, on était très peu fiable. Moi, j'ai commencé à Marseille pour la protection des bateaux qui rentraient et sortaient du port. Vous êtes ingénieur de formation, hein, donc voilà, vous êtes un scientifique. J'étais encore à Météo France à ce moment-là. J'ai passé 15 ans à Météo France et faire une bonne prévision de Mistral. Je me souviens à l'époque, c'était déjà très compliqué. Donc prévoir le vent pour le lendemain dans la vallée du Rhône, ce qui aujourd'hui est quand même beaucoup plus facile. En tout cas, on passe très rarement à travers une prévision de vent fort dans la vallée du Rhône, ou quel que soit l'endroit. On l'a encore vu ces dernières semaines. Donc ça a largement progressé. Mais moi, je sais qu'en étant au quotidien confronté à cette modélisation, à cette idée de prévoir le temps le plus justement possible, le plus loin possible, on stagne un peu en ce moment. Je trouve qu'on ne progresse plus, par exemple, sur la localisation, mais à l'échelle de quelques kilomètres, par exemple. On aimerait bien prévoir un orage, non pas à l'échelle d'un département, ce qu'on sait faire à peu près correctement aujourd'hui, mais dire, mais c'est telle ville, c'est telle vallée qui va être touchée. Ça, on ne sait pas encore le faire. On n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'on peut dire dans un département, voilà, là, quelque part dans ce département, il va y avoir un phénomène dangereux ou important. Mais après, dire, ça va être, si on pense à un épisode Cévenol, ça va être Alès, ça va être Montpellier, ça va être Nîmes. Et pourquoi on n'y arrive pas encore? Voilà, parce que la nature nous résiste, quand même. Parce que voilà, il y a des satellites, il y a des modèles, il y a la science qui progresse, les mathématiciens qui aident, il y a des calculateurs avec des capacités mais extraordinaires aujourd'hui, notamment à Toulouse pour Météo France. Oui, mais de temps en temps, la nature résiste. Ce chaos initial, on a du mal à le mettre en équation et à ce qu'on puisse le prévoir exactement à l'instant donné. Donc ça résiste encore un peu. Alors, est-ce que ça veut dire que ça résistera toujours, ou est-ce qu'on pourra encore progresser? Moi, c'est une de mes questions aujourd'hui. C'est, est-ce qu'on n'arrivera pas quelquefois à une limite qu'on aura du mal à franchir, tout simplement parce que la nature peut être imprévisible dans une précision ou une longévité. Par exemple, au-delà de 5-6 jours, je suis incapable de dire le temps qu'il fera. Pour l'instant, on ne sait pas. Ça devient totalement aléatoire. De plus en plus non, pas forcément. C'est que je pense qu'on touche touche aux limites aujourd'hui de ce qu'on appelle, nous, la modélisation, c'est-à-dire la mise en équation de l'atmosphère peut nous permettre de faire d'une manière à peu près fiable. Voilà. Après, il y a une dispersion de cette prévision qui rend la chose un peu moins juste, mais en tout cas un peu moins fiable. Et après, c'est vraiment l'inconnu ou il y a quand même... Après, c'est l'inconnu. Vraiment... Alors après, il y a deux échelles. Parce qu'il y a un changement global aussi. Voilà. Ça, c'est très important. C'est mon combat aujourd'hui, c'est de ne pas mélanger ces deux échelles de temps. L'échelle de temps de cette prévision dont on vient de parler, de quelques heures à quelques jours. On est déterministe, il fait chaud, il fait froid. Voilà, ça c'est la prévision quotidienne. Et puis ensuite, il y a ce que le GIEC dit aujourd'hui, ces ingénieurs qui travaillent sur l'évolution du climat, alors là, plusieurs décennies, voire d'ici la fin du siècle, où là, indéniablement, avec les connaissances d'aujourd'hui, il y a une élévation de la température qui est due à ces émissions de CO2, en tout cas tout ce qu'on peut injecter dans l'atmosphère, le méthane également, on n'en parle pas assez, mais qui, lui, contribue au réchauffement pour peut-être 40 ou 80 fois supplémentaire. C'est vraiment beaucoup plus fort que le CO2 lui-même. Toutes ces émissions contribuent à un réchauffement global dont on est responsable et qui, lui, effectivement, se projette sur des décennies. Voilà, deux échelles de temps différentes. Et il ne faut pas les mélanger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire, je ne peux pas dire, par exemple, que dans 3 mois, pour l'été prochain, il fera plus 1, plus 2 degrés en moyenne. Non, ça, on n'en sait rien parce qu'il y aura toujours des années plus chaudes, plus froides. Ce que je peux dire, c'est qu'en moyenne,
sur les 10, 20, 30, 40 prochaines années, oui, il y aura une température moyenne qui, elle, indéniablement, va grimper de 1 degré, 1,5 degré, 2 degrés en fonction de nos comportements et encore de la méconnaissance qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, ne pas mélanger ces deux échelles de temps. Et je dis ça, c'est très important, c'est-à-dire que quand demain, on va avoir un épisode de froid, par exemple, tous ceux qui sont encore un peu dans le doute vont me dire, dis donc, il est où ton réchauffement? Non, 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 c'est plus ça le sujet. Je prends l'exemple de M. Trump qui, pendant son mandat, a eu 2 hivers très froids aux États-Unis. Et il n'a pas manqué de dire, mais dites donc, il est où votre réchauffement? Mais M. Trump, ce n'est pas ça le sujet. C'est la moyenne. C'est d'année en année, de décennie en décennie. Et quand on fait la moyenne, ça grimpe. C'est ça le sujet. Et c'est ça qui doit effectivement aujourd'hui nous faire réagir. Et même en France, ça a été le sentiment cet été, parce que beaucoup ont dit, bon, ça n'a pas été un été si chaud que ça dépend de où on était, mais globalement, voilà, ça l'a été finalement, l'un des plus chauds. Et puis en plus, il y a ces saisons qui s'étendent de plus en plus. Ça a été un sujet avec les tempêtes aussi, avec les arbres qui gardent leurs feuilles plus longtemps. Et il y a un déplacement totalement des saisons, tout ça. Vous en tenez compte dans vos prévisions? Alors les saisons, elles resteront, c'est-à-dire que tant que la course du Soleil sera la même, ou plus exactement que la Terre tournera de la même façon autour du Soleil, on aura toujours des saisons, puisque la Terre s'incline en fonction de l'été, des équinoxes. Donc il y aura toujours des saisons. Mais qui vont s'allonger, oui. Simplement, à l'intérieur de ces saisons, avec ce réchauffement global, suivant la géographie, suivant les endroits où on se trouvera sur Terre, oui, les saisons auront des comportements différents. Donc elles existeront, mais elles auront des comportements avec peut-être une longévité plus importante de température élevée, donc une végétation qui restera plus longtemps. Ça veut dire des épisodes de neige en montagne qui arriveront plus tardivement, dureront moins longtemps, ou peut-être à des altitudes différentes. Donc oui, tout ça va effectivement contribuer à ce que, globalement, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des hivers avec beaucoup de neige. Ça a été le cas ces 2 dernières années en France. Donc, si on s'arrête là, on pourrait dire tout va bien, il y a de la neige. Non, non, non. La moyenne, quand on l'a fait, encore une fois, ça dure moins longtemps, à des altitudes différentes. Et puis, quand on fait la moyenne sur 10 ans, on se dit oui, il y a eu un peu moins d'hiver avec de la neige du mois de novembre jusqu'au mois de mars. Ça a été plutôt entre décembre et février, même s'il y a eu des années un peu exceptionnelles. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste toujours maintenant sur ces 2 échelles de temps, à ne pas s'arrêter sur un événement qui, immanquablement, par moment, sera très chaud, très froid, toujours un peu au-dessus ou au-dessus d'une moyenne, mais bien cette moyenne sur 10 ans, sur 20 ans, à l'échelle de la planète. Vous qui êtes aux premières loges, est-ce que vous êtes vous-même assez inquiet ou vous avez l'air d'un naturel assez optimiste? Alors, je suis optimiste sur le fait que l'on sache. On le sait même à l'échelle de la planète, notamment dans les jeunes générations. Parce qu'il n'y a pas un pays dans le monde, peut-être quelques exceptions, on n'a pas conscience, on n'a pas mesuré également ce phénomène, ou en tout cas cette imprégnation. Certains jeunes souffrent d'éco-anxiété aussi. Exactement, par exemple. Ensuite, on a, alors là c'est peut-être mon côté un peu technicien ou un peu scientifique qui parle, nous avons les solutions. Donc la 3e étape, ce qui là peut moi aujourd'hui m'inquiéter un peu, c'est que c'est au niveau humain qu'on nous attend. C'est au niveau de ces 8 milliards d'individus sur la planète qu'on nous attend. Parce qu'on parle justement d'anthropocène. Exactement. Et donc, si demain, l'homme, que peut faire l'homme? Ces 8 milliards d'individus parviennent à se mettre d'accord, à être enfin altruistes, avoir enfin ce sens du collectif, oui, on réglera le problème. Parce qu'on en a conscience, parce que nous avons les solutions techniques, et parce qu'à ce moment-là, on prendra conscience que, oui, il faut partager, il faut être ensemble. Le météorologiste, il apprend ça tout de suite. Moi, quand je suis rentré à l'école de la météo, on lui dit, vous savez, pour faire une bonne prévision en France, il faut connaître le temps à New York, à Melbourne ou à Moscou. Si je ne connais pas la totalité du climat et de la météo sur Terre, je ne peux pas faire une bonne prévision sur un endroit quel qu'il soit. Donc on apprend tout de suite cette notion que quand on veut être en rapport ou en harmonie avec la nature, il faut oublier les frontières. Ça, c'est un peu mon combat aujourd'hui. C'est-à-dire qu'être intelligent par rapport au réchauffement climatique, à la biodiversité, lutter contre les pollutions, c'est enlever les frontières. Les nuages, pas de frontières. Les animaux, pas de frontières. Les épidémies, on l'a vu, pas de frontières. La pollution, pas de frontières. Les courants marins, pas de frontières. Donc si on veut être intelligent, il faut enlever les frontières. Donc c'est que d'un seul coup, il y a une instance, il y a une façon de travailler collectivement à l'échelle, et c'est pas simple, on n'y est pas aujourd'hui. On voit ce qui se passe. Il y a quelques pays un peu récalcitrants. Peut-être un visionnaire, un grand optimiste. Mais c'est ça, c'est là où je pense que la Terre, la nature, les autres espèces nous attendent, et l'espèce humaine, soit vous avez ce sens-là, et vous survivrez,
Et vous permettrez d'ailleurs à la biodiversité d'exister. D'ailleurs, on en dépend, hein. Si on la supprime, on n'existera plus non plus. Donc on a juste intérêt là, à être intelligent par rapport à ça. Et bien oui, on pourra proposer une planète encore respirable et agréable pour les générations futures. C'est ça le travail. Et ça, là, on peut être parfois inquiet et parfois un peu plus optimiste. On entend l'optimisme. En tout cas, le premier mot que je vais vous proposer dans la deuxième partie de cette émission va sans doute résonner avec ce que vous avez commencé à dire. On passe effectivement à la deuxième partie. Je vais m'éclipser, comme une éclipse, et je vais vous proposer 4 mots, dont 2 qui font partie des 4 éléments, tiens, forcément. Allez, on se retrouve tout à l'heure ? À tout à l'heure. Rebonjour Louis Baudin. Rebonjour. Alors je vous disais que le premier mot résonnait, résumait un peu déjà ce que vous disiez. C'est un des 4 éléments, c'est l'élément terre. Et oui, en plus je fais un petit clin d'œil. Exactement. La terre. La terre, c'est évidemment j'allais dire la terre-mère, c'est la terre qui nous accueille, c'est la terre qui va nous accueillir encore très longtemps. Alors même si j'ai quelques copains astronautes qui pensent qu'on déménagera un jour, enfin je pense que c'est pas tout de suite, c'est dans quelques millénaires, mais que l'homme ira peut-être conquérir. C'est Elon Musk, votre copain ? Non, c'est pas Elon Musk. Non, ce sont des astronautes. C'est Jean-François Clairvoy, par exemple, en France, qui pense qu'un jour, oui, on pourra aller sur d'autres terres. Mais c'est pas immédiat. C'est dans quelques millénaires, puis peut-être jamais. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est cette terre qui nous accueille, c'est cette terre qui nous propose les plus belles émotions. Parce que quand on revient à l'origine, c'est quoi ce rapport à la terre ? C'est d'abord l'utilisation des sens. Moi, j'aime bien revenir à ça. Nous avons 5 sens. Et ces 5 sens, si on en prend conscience, si on est capable de les utiliser, j'aime pas le terme, mais si on est capable de les sentir, capable de s'en servir pour communiquer, pour échanger avec notre environnement, d'un seul coup, ça prend une autre dimension. C'est savoir regarder. Aujourd'hui, est-ce qu'on sait regarder ? Non, c'est pas regarder, on regarde trop vite, on prend pas le temps. Est-ce qu'on regarde vraiment ? Est-ce qu'on est attentif dans ce regard ? Est-ce qu'on sait observer son environnement ? Et cet environnement, c'est quoi ? C'est regarder l'autre quand il vous parle. C'est regarder la nature, elle est extraordinaire. Moi, je suis un épicurien, j'adore, je fais de la course au large, j'ai fait de la montagne, j'ai cette chance, j'ai été élevé, j'ai toujours eu cet amour, j'ai un vrai plaisir à regarder. Je peux être contemplatif devant un coucher de soleil, devant un animal, devant des arbres, devant un paysage quel qu'il soit. Ça, c'est savoir regarder, c'est savoir écouter. Est-ce qu'on sait écouter ? Est-ce qu'on écoute l'autre vraiment ? Je ne sais pas trop. On a surtout envie que l'autre écoute ce qu'on a à dire. Est-ce qu'on l'écoute réciproquement ? Voilà. Quand on prend conscience de tous ces sens d'un seul coup, on peut avoir une existence, une présence sur cette terre qui est totalement différente et qui va pouvoir, dans la plupart des cas, soit nous enrichir, soit nous permettre d'enrichir l'autre, soit nous permettre d'avoir quelques belles émotions, donc un peu de plaisir. C'est pas forcément désagréable. Voilà, c'est tout ça ce que m'inspire la Terre. Et plus on va avoir ce comportement-là, plus comme par hasard, et donc ça tombe bien, plus on va être résilient, plus on va être attentif, moins on va laisser d'empreintes, plus on va être respectueux de l'autre, et plus collectivement, on va laisser une terre un peu plus respirable pour les autres. Et vous en avez fait l'expérience de cette collectivité, de ce que vous exprimez. D'ailleurs, votre mère elle-même est née au Sénégal, je veux parler du continent africain. Et vous avez aussi un bracelet qui a une histoire et qui parle de ce collectif et d'Afrique, qui est aussi quand même une terre-mère. Exactement, c'est même la terre originelle. J'ai eu la chance d'aller au Malawi, par exemple, où il y a un lac qui est un des plus grands lacs, c'est presque une mer intérieure, 80 km sur 600 km, qui demain deviendra une vraie mer. On est sur le rift, on est sur cette séparation où petit à petit le continent africain se coupe un petit peu en deux. Et c'est vrai que dans quelques millions d'années, là aussi, on aura une mer très importante qui sera créée. Et c'est là une partie du berceau de l'humanité, où on pense que l'homme a commencé. Donc oui, c'est vraiment une terre-mère. Et
D'ailleurs, j'ai souvent coutume de dire que quand demain, nous aurons retrouvé une harmonie, quand ce continent trouvera un équilibre, eh bien, on aura réglé notre problème. C'est-à-dire qu'on aura appris effectivement à respecter l'ensemble des humains et à permettre un développement qui soit harmonieux tout en respectant les cultures. Alors évidemment, hein, c'est énorme, ce programme-là, il est presque idéal et compliqué à atteindre. Mais en tout cas, moi, je sais que pour essayer de contribuer à ce dessin, j'ai la chance d'y aller de temps en temps et c'est vrai que ce bracelet, il m'a été offert par un Maasai. Moi, je ne mets jamais de bracelet, mais là, je trouve que c'est un joli symbole de cet échange, de ce travail collectif, de ce respect qu'on doit avoir l'un pour l'autre. Et c'est vrai, quand on a échangé ensemble, hein, c'était du côté de Zanzibar, eh bien, on a pu construire ensemble ce rapport un peu différent de ce qui peut être, avec plein de préjugés, d'histoires. Non, je crois que tout ça, il faut qu'aujourd'hui, on l'apaise et qu'on reparte sur des bases totalement nouvelles, qui sont juste des bases ce que je disais tout à l'heure, d'écoute, de respect, d'altruisme, de se dire que bah oui, on dépend l'un de l'autre, que maintenant c'est collectivement que sur cette terre on va pouvoir agir pour être un peu plus résilient et puis offrir quand même, c'est ça, si on veut continuer à être une espèce qui va vivre et perdurer sur cette terre, et bien laisser une terre respirable justement pour les générations futures. Ouais. On parle de la terre, mais rappelons ce qui est marqué sur votre bracelet, Louis. Il est marqué Louis. Louis. C'est votre prénom. Oui. Je le disais tout à l'heure, votre mère est née au Sénégal. Oui. Votre père? En Bretagne. En Bretagne. Ouais. Le Sénégal, vous y êtes allé? Non. Eh bien non, curieusement, je ne suis pas allé au Sénégal. Parce que ma mère n'y est pas retournée, donc voilà, je n'ai pas eu l'occasion, moi non plus, d'y aller. Donc je n'ai jamais été au Sénégal encore. Ça viendra. Parce que vous parcourez l'Afrique en ce moment. Oui, oui, c'est vrai, parce que ce que je disais tout à l'heure, je pense que ce continent-là est probablement un des continents les plus riches, à la fois en termes de culture, à la fois en termes de climat, en termes de végétation, en termes de biodiversité. C'est un des continents les plus riches, pas que celui-là d'ailleurs, tous dépendent les uns des autres. Encore une fois, hein, ce qui naît, ce qui se développe en Afrique, vous savez qu'avec les alizés, est transporté du côté de l'Amérique du Sud et du Brésil notamment. On a compris qu'avec le transport du sable du Sahara qui s'élève de temps en temps à travers ce qu'on appelle l'équateur météorologique, hein, ce front intertropical qui permet à travers des orages d'élever ces particules dans la haute atmosphère. Ces particules sont chargées de nutriments, parfois d'une biodiversité, a pu traverser par ces vents, ces alizés vers le Brésil, apportant là aussi une diversité. Donc on voit bien que tous les continents sont interdépendants. Mais si on en revient à l'Afrique, c'est clair que c'est un des continents modèles qui offre une richesse assez extraordinaire à tous les niveaux, en termes de ressources, en termes de biodiversité, en termes de faune, quand on aime les félins, quand on aime les animaux, ce qui est mon cas. En Afrique, on a une diversité, on a une richesse assez extraordinaire. Donc c'est clair que quand on aura réussi à trouver cet équilibre dans ce continent, je crois qu'on aura bien avancé sur notre collectif et la façon dont on pourra relever ce défi du réchauffement climatique et du respect de la biodiversité. D'ailleurs, je suis très heureux qu'aujourd'hui, on ne cite plus entre guillemets en priorité le réchauffement climatique, mais bien le réchauffement climatique et le respect de la biodiversité. Les deux vont ensemble et il faudra d'ailleurs que nous arrivions sur ces deux défis pour que réellement la Terre soit de nouveau ou plus ou tout autant respirable à l'avenir. En tout cas, vous êtes un vrai terrien. Je rappelle que vous avez aussi beaucoup pratiqué l'athlétisme. Oui, c'est vrai. Vous avez même été champion de France en relais. Oui, c'est vrai. Enfin, sur le podium, en tout cas, c'est vrai. Ouais, bravo. 4 fois 1000 mètres. Ouais. Donc, les pieds bien ancrés au sol. Et par ailleurs, vous l'avez aussi un peu évoqué, vous êtes un homme du vent, de la voile et de l'air. C'est mon deuxième mot. Le deuxième mot, l'air. Après la terre, l'air. Là aussi, vous avez des passions dans l'air, d'aviation, de voile, de vent. C'est ça, exactement. Et tout de suite, ça rappelle une chose qui est énorme, importante. C'est se rappeler que cette air, cette petite pellicule d'air dans laquelle toute la vie a pu prendre naissance,
elle fait entre 10 et 15 km d'épaisseur. Il ne faut jamais oublier ça. 10 à 15 km d'épaisseur. Vous imaginez, c'est dans cette toute petite couche atmosphérique qui recouvre la globalité de la Terre que tous les phénomènes météorologiques peuvent se produire, les tempêtes, les anticyclones, les dépressions, mais également la circulation des polluants, la circulation effectivement de tous les nutriments, de tout ce qui permet cet équilibre assez magique sur Terre, nous permettant de vivre, d'avoir pu se développer, d'avoir pu voir la vie naître sous toutes les formes où on la retrouve aujourd'hui. Alors après des passages, il y a eu l'ère des dinosaures, il y a eu l'ère des poissons, la période il y a quelques milliards d'années où il n'y avait quasiment aucune vie sur Terre, tout se passait dans l'eau qui a été le premier élément, puis ensuite on est sorti de l'eau, et puis aujourd'hui ça nous offre cette diversité qui continuera d'ailleurs à s'enrichir, même si des espèces aujourd'hui disparaissent par notre faute, d'autres apparaîtront dans les prochains millénaires. C'est le sens même de la vie et de l'évolution de l'univers. Je tiens ça de Yves Coppens, qui était un de mes mentors, qui disait mais lui, il ne faut jamais oublier que les espèces, elles doivent s'adapter pour survivre. Ça vaudra pour l'homme, ça vaut pour toutes les espèces. Et c'est le sens même de la vie et de cet univers qui bouge en permanence. Et donc, ne jamais oublier ça. On vit dans cette toute petite pellicule d'air. Et quand on y pense un peu, on se dit, ah ouais, il ne faut peut-être pas qu'on fasse n'importe quoi, parce que c'est quand même pas grand-chose. Et pourtant, c'est là où tout se passe, où toute cette magie, cet équilibre thermique existe, nous permettant de vivre. Et justement, ce petit équilibre thermique, on l'a un peu mis à mal là, ces derniers temps en injectant des polluants, en injectant du carbone, en injectant du méthane. Et on a fini par troubler un peu cet équilibre naturel qui était assez extraordinaire. Et donc je pense que l'air, demain, ça doit être ça. C'est ce que l'on respire. Dès qu'on sort du ventre de notre mère, hop, on respire cet oxygène. Et jusqu'à notre dernier souffle, on a ce rythme respiratoire qui nous accompagne. Et je crois que si on pense à ces deux choses-là déjà, on va se dire, tiens, peut-être qu'il faut que je sois un peu plus attentif, et tiens, ça vaut le coup peut-être de regarder les choses un petit peu différemment. Et puis après, c'est vrai que l'air, c'est aussi l'objet de spectacles ou de plaisir à travers l'aéronautique, à travers la voile, à travers la montagne, montée en haute altitude, où cet air devient un peu plus rare et un peu plus frais également. C'est l'occasion d'expériences et d'émotions assez incroyables. Ouais. Vous êtes un passionné de voile, oui. Enfin d'aviation, mais aussi de voile. Oui. Vous avez notamment côtoyé Florence Artaud. Exactement. En fait, c'est vrai que la voile est une passion qui est arrivée tout petit. Et quand on a cette prétention, parce que faut quand même voir ça un peu comme ça, la prétention de dire ce que sera la nature demain. Vous imaginez ce que j'essaye de faire, moi, au quotidien, c'est dire demain, je sais que la petite particule d'air d'aujourd'hui, là, qui nous donne de la pluie ou du vent ou autre, elle aura changé de configuration. Elle nous donnera une température un peu plus élevée, elle sera un peu plus sèche, donc il n'y aura pas de pluie. C'est ce que j'ai essayé de faire également en matière de vent, en disant à des marins, dont Florence Artaud, demain, là, dans ta trajectoire, le vent, il aura changé. Donc ça veut dire que si on anticipe, si on est un petit peu intelligent, on peut-être contourner la chose ou au contraire en profiter pour aller un peu plus vite vers notre destination. Parce que c'est un des rares domaines où pour aller d'un point à un autre, quand on fait de la voile, c'est rarement le trajet le plus direct ou la ligne droite qui est le plus court en matière de temps. Donc au contraire, on va essayer de contourner ou de profiter de vents favorables pour atteindre cet objectif. C'est le cas des grandes courses à la voile, comme la Route du Rhum ou la Transat Jacques Vabre de l'automne dernier, où on a vu des concurrents traverser l'Atlantique. Effectivement, quand on regarde un peu leur trajectoire, c'est jamais tout droit. Au contraire, ça fait plusieurs zigzags pour jouer justement avec ces vents prévus. C'était un peu mon travail et ça l'a été pendant une quinzaine d'années pour des navigateurs comme Florence Artaud, Paul Vatine, Yves Parlier par exemple. C'est ce qu'on appelle routeur de voilier. C'est ce qu'on appelle routeur. C'est ça. Exactement, c'est prévoir la route, essayer de la prévoir en tout cas. Ouais. Alors vous êtes un prévisionniste de l'air, de la route, du temps, une espèce de démiurge finalement. Quel est son rapport au démiurge, à Dieu, en fait, au divin? Je crois qu'en fait, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est effectivement déjà de savoir, j'aime pas le terme, de savoir partager, en tout cas de savoir exister par rapport à tout cet environnement. Voilà, aujourd'hui, on m'a doté d'outils. Je parlais des 5 sens, mais oui, voilà, nous avons 5 sens. Nous avons un physique, puis après, nous avons un mental. Et c'est j'allais dire,
l'ambiguïté ou en tout cas le travail qu'on fait en permanence entre ce physique, ce mental, ce cerveau, pour traverser cette vie dont on sait qu'elle aura une fin. Hein. Jusqu'à présent, on n'est pas immortel, même si certains commencent à y penser, mais je crois qu'ils se font quelques illusions. Et donc, ben voilà, on ne sait pas trop pourquoi on est là, c'est qu'on est là pour un certain temps, et puis on est doté d'un certain nombre de sentiments, de capacités, et c'est avec tout ça qu'on essaye d'avancer. Et moi, je pense que c'est là où l'âme, c'est là où le spirituel, c'est là où toute cette partie cognitive, toute cette partie mentale peut venir soit nous aider, soit nous freiner. D'ailleurs, ce n'est pas seulement dans un sens, pour essayer de donner du sens et une cohésion et une cohérence à tout ça. Oui. À la fois sur le plan individuel et en même temps sur l'intégration dans un collectif. Et aujourd'hui, alors ça c'est probablement en vieillissant, moi c'est cette partie-là aujourd'hui qui m'intéresse encore plus, si je puis dire, même si voilà, je crois que je n'ai pas encore résolu tous mes propres problèmes, mais c'est essayer aujourd'hui peut-être de partager, de mettre une forme d'expérience au service d'une collectivité, parce qu'à travers mon métier, mais aussi à travers une expérience personnelle, on sait bien que finalement c'est du collectif que viendra le salut, à la fois pour soi et pour l'ensemble. On revient au collectif. Troisième mot, Louis Baudin, c'est le mot rêve. Ah. Oh bah les rêves, je crois que moi tout a commencé par des rêves. Je crois que tout petit, ces rêves de voile, ces rêves d'aventure, ces rêves de voyage, ça c'est la chance, hein. On ne choisit pas où on est, hein. La chanson le dit, j'ai la chance de naître avec des parents très modestes, mais qui eux-mêmes avaient cette envie de partager, de découvrir un peu. Alors c'est la France, hein, mais on a pu la parcourir à travers la proximité de l'océan, à Châtelaillon, sur le bassin d'Arcachon, en Provence. Et à travers toutes ces expériences familiales, oui, un certain nombre de rêves, moi, sont nés. Quand j'étais au bord de l'eau, je regardais déjà cet horizon en me disant, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ? Et puis on alimente ça avec la littérature, hein, des Slocum, puis après Tabarly, et puis après tous ces gens-là. Et puis ensuite, moi je suis né, je me souviens, on a acheté la première télévision pour regarder le premier homme qui marchait sur la Lune. Voilà, c'était en noir et blanc avec une basse définition, mais c'était ces décennies où d'un seul coup tout devenait possible, parce qu'à la fois la technologie le permettait et puis en même temps l'échange avec les autres. Je crois que le voyage, c'est l'époque de la voiture, des vacances où on peut se déplacer, on va voir la famille qui habite à un autre endroit avec une autre culture. Alors moi, je n'avais pas les capacités, mes parents n'avaient pas les moyens de nous offrir des voyages à l'étranger ou autre, mais déjà, rien qu'en France, entre les changements de géographie, d'endroits, tout ça, oui, a excité ou en tout cas a favorisé des rêves. Puis après, bon, on se construit comme avec ces éléments, avec sa génétique. Et moi, le rêve, mais je me suis échappé dans les rêves jusqu'à ma maturité, jusqu'à ce que je puisse prendre ma vie en main après mes études de météorologiste. Oui, je rêvais d'être pilote. Je rêvais d'être l'abbé Pierre, je rêvais d'être un marin au long cours, je rêvais... le rêve m'accompagne encore aujourd'hui. Ouais, je rêve de ce monde meilleur en essayant d'y contribuer par une petite goutte d'eau. Ouais. Ouais. Tous les rêves ne peuvent pas être accomplis dans la réalité. Et heureusement. Non, ce serait trop facile et ce serait trop... Non, c'est bien, il faut qu'il y ait une partie il y a beaucoup de rêves que vous avez accomplis. Oui, en revanche... Il en reste encore beaucoup non accomplis. Oui, il en reste, oui, bien sûr qu'il en reste. Il en reste. Aujourd'hui, mon rêve, ce serait d'avoir à un moment une action, de pouvoir contribuer à une action collective qui aboutisse à ce qu'on vive mieux, ou à ce qu'une communauté, ou à ce qu'un pays, ou une partie d'un pays, le mien ou un autre, peu importe, mais s'améliore. Ouais, c'est ambitieux, mais bon, je suis un compétiteur, je fais de la compétition toute ma vie. Et c'est le cas, vous apportez du rêve à des enfants notamment, ouais. Des milliers de rêves.
Vous réalisez leurs rêves à ces enfants malades au travers de votre association, Les Petits Princes, dont vous êtes le parrain. Ah ouais, je suis un des parrains, oui, oui, bah ça c'est merci, Petit Prince, de m'avoir permis d'être un parrain. Pourquoi est-ce que je dis merci? Parce que quand vous êtes confronté à cette injustice terrible, voilà, ça c'est le mauvais côté de la vie. Pourquoi est-ce que quelques enfants, voilà, de manière totalement injuste, pas méritée, ont ces maladies rares, qu'on a encore du mal à soigner malheureusement, et donc des enfants qui sont dans la souffrance, qui ont une durée de vie plus ou moins longue, et pourtant qui, voilà, tout le temps où ils sont là, ont aussi le droit à vivre, ont le droit à être des vrais enfants avec tout ce que ça comporte, et notamment cette partie de rêve. Et puis les Petits Princes, l'idée c'est de réaliser ces rêves de ces enfants, et voilà, de pouvoir contribuer à ce qui est les financements permettant de réaliser ces rêves, parce que voilà, on essaie d'aller très loin. Là, on vient de fêter le 9 millième rêve à travers la Coupe du Monde de rugby, c'était à l'automne. Et une dizaine d'enfants ont pu aller au plus près des joueurs, des matchs, sur des stades, vivre l'émotion, vibrer avec tout ce que ça peut apporter quand on est au plus près comme ça, avec les joueurs, à la sortie du terrain ou à l'entraînement. Et c'est quelque chose de magique. Moi, j'aime bien l'automobile. J'ai emmené des enfants sur un circuit. Voilà, j'ai encore les images de ces deux enfants où pendant toute une journée, je les ai vus avec les yeux brillants, avec cette envie de partager. Voilà, on était tous les trois comme des passionnés, et il n'y avait plus de différence. Il y avait juste la passion qui l'emportait, et puis d'aller faire des tours comme ça, de circuit, de vivre, d'être un peu secoué, de dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est bien !» Et puis ça apporte un moment extraordinaire avec la famille, avec eux. Et puis quand on discute avec les médecins qui les accompagnent, oui, ça a aussi un effet. C'est extraordinaire, on le sait, on sait que le mental, on sait que quand on a cette envie, quand on a cet engagement, quand on a ce petit moment de bonheur, ça aide un petit peu. Alors pas forcément à faire disparaître la maladie, mais à l'atténuer un peu, à leur permettre peut-être de se soigner un peu plus, ou en tout cas d'avoir un peu plus de chances d'échapper ou de sortir de cette maladie. Et donc rien que ça, c'est extraordinaire. Et puis ça c'est très égoïstement, quand vous sortez d'une journée comme ça, vous vous rendez compte, mais c'est quand même incroyable, parce qu'ils m'ont apporté autant que j'ai pu leur apporter. Vous sortez de là à la fois très ébranlé, parce que quand vous êtes sensible, c'est d'une injustice totale. Enfin, moi, c'est compliqué, donc ça crée une énorme émotion. Et en même temps, ils vous apportent une énergie, ils vous laissent une force, mais qui est extraordinaire. Donc c'est un échange plus qu'un don, parce que finalement, à la fin de la journée, vous aussi, ils vous ont enrichi, ils vous ont apporté quelque chose. Ouais. Le rêve qui a à voir avec la foi ou l'espérance. On pense aussi à Martin Luther King, I Have a Dream. Ouais. Oui, mais voilà, c'est que par moments, des personnages, des personnes dans le monde sont capables d'avoir des moments de force, des moments d'irradiation, dans le bon sens du terme, qui permettent effectivement de chambouler une réalité d'un moment pour quelque chose d'encore plus beau et d'encore plus sublime. Ouais. L'abbé Pierre avait cette capacité-là, on en parle là depuis quelques semaines, est sorti ce film sur lui avec, on peut en critiquer, mais en tout cas ça permet de parler de ce personnage dont je me suis rendu compte, ça c'est le fait peut-être de dire que la jeune génération, là, ils ne le connaissent pas. Bon. Et moi je trouve ça extraordinaire quand même qu'on se rappelle qu'il y a tout au long de l'histoire des personnages comme ça qui à un moment ont pu ébranler, dans le bon sens du terme, une opinion à travers quelque chose de plus sublime. Oui, où effectivement je pense que ces personnages, quand ils ont commencé, ils étaient seuls, et on a dû leur dire mais c'est pas possible, mais vous rêvez, vous n'y arriverez jamais. Si. Et ils le prouvent. Et il y a quelques personnages comme ça qui dans l'histoire, ont réussi à changer les choses, et dans le très bon sens du terme. Donc oui, on peut continuer à avoir des rêves. Ouais. Vous disiez tout à l'heure d'ailleurs que vous auriez rêvé d'être l'abbé Pierre. Oui, je pense. Mais alors là, très honnêtement, il faut une capacité. Moi, Et une fois ? Il faut,
Oui, il faut une foi, mais il faut une force intérieure, faut une énergie intérieure. C'est quelque chose qui, je pense que les personnages qui ont ça, ils le savent, ils le ressentent, ils ont quelque chose de plus. Moi, je suis totalement imparfait, je peux être là, je suis loin de ce genre de personnage. J'ai pas eu la chance de côtoyer l'abbé Pierre. J'ai par exemple eu la chance d'avoir assis à côté de moi il n'y a pas très longtemps, comment il s'appelle, Petro de Madagascar. Vous savez si c'est Pedro, il s'appelle, je crois, qui, voilà, dont j'ai pu serrer la main, une poigne incroyable, qui a un regard, voilà, vous êtes à côté de lui, déjà ce personnage vous envoie de bonnes ondes, vous êtes à côté de lui, vous êtes déjà meilleur. Ben voilà, il y a des personnages qui ont ça, voilà, plus grand respect, et puis ces gens-là, on doit les accompagner, puis on doit les aider, puis on doit les soutenir, et puis on doit leur donner la parole, puis on doit leur donner les moyens, et puis voilà, il faut, bien sûr, et c'est clair qu'eux ont une foi, une force intérieure, mais qui est extraordinaire. Une force, une foi et beaucoup d'amour. C'est le quatrième et dernier mot, un mot que vous affectionnez particulièrement. Oui, je crois que c'est le plus beau en fait. Je dis ça parce que j'ai vécu 2 expériences. J'ai perdu 2 amis, malheureusement pour des maladies qui les ont emportés assez rapidement. Et je me souviens de cet ami, ouais, je crois que je ne vais pas dire son nom, mais il était commissaire-priseur. C'était quelqu'un de très drôle qui vendait des choses, voilà, qui avait un côté comme ça très, très humain, qui était très, très cultivé. Et qui m'a raconté quelques jours avant qu'il parte, mais tu sais Louis, quand on arrive comme ça à la fin et qu'on épure tout, qu'on essaie de voir qu'est-ce qui reste, pour lui c'était 2 choses. Il dit, moi je veux mourir chez moi, et devant chez lui il y avait une grande prairie avec des arbres. Il dit, je veux juste voir des feuilles, je veux juste voir de l'herbe, je veux juste voir de la verdure, et puis l'autre mot c'est amour, c'est l'amour, voilà. C'est tout ce qui reste, il n'y a que ça qui est important. Et j'ai perdu une autre personne, de la façon qui m'a dit, alors, c'était pas des feuilles, c'était pas la nature, mais le mot amour est revenu aussi. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que, je crois que au milieu de cette vie qu'on traverse avec tous nos défauts, avec toutes les injustices, avec toutes ces différences en fonction de là où on est, en fonction du confort dans lequel on peut vivre, où là aussi la météorologie a son importance. Je le rappelle assez souvent maintenant, parce qu'on peut dire, dans tel pays, là, s'ils sont en dessous de nous, ou s'ils sont dans tel, c'est parce qu'ils n'ont qu'à se bouger autre. Non, peut-être que si on réfléchit un peu mieux, c'est peut-être pas forcément que pour ça. Peut-être qu'il y a aussi une injustice climatologique, il y a peut-être aussi une injustice géographique. Et c'est bien de le rappeler. Donc voilà, quand on chemine comme ça, qu'est-ce qui reste au bout de tout ça? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a des petits moments de bonheur, ou est-ce qu'il y a des moments où on se retrouve, des moments où on arrive d'un seul coup à avoir un cheminement qui est un petit peu plus vertueux? C'est quand il y a de l'amour. C'est quand d'un seul coup, on y met cet altruisme, quand on y met ce sentiment, mais qui est extraordinaire, qui est quand même le plus beau. Dire la littérature est remplie d'histoires d'amour. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Qui peut dire, tiens, l'amour, c'est ça? Personne, et c'est tant mieux, et on ne pourra jamais le dire, parce qu'il existe sous toutes les formes. Mais c'est quelque chose qui, à chaque fois qu'il s'exprime, à chaque fois qu'on le pratique, chaque fois qu'on le partage, offre un moment de lumière, puisque on est dans la lumière. Voilà, exactement. L'amour, est-ce seulement un sentiment? L'amour, c'est... voilà, je bute sur quelque chose parce que par quel bout le prendre, comment le définir d'une manière précise? D'abord, non, je n'ai pas envie de le définir de manière précise. Je crois qu'à chacun d'en avoir cette définition. Mais oui, c'est quelque chose qui nous guide aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, très fondamentalement, doit s'imprégner en nous. C'est quelque chose qui... et d'ailleurs, moi je trouve que ça devrait faire partie de l'éducation. Moi je me suis rendu compte avec horreur, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais pendant toute ta période d'éducation, est-ce qu'on t'a appris ce que c'était que l'amour? Est-ce qu'on t'a appris ce que c'était que le rapport à l'autre? Est-ce qu'on t'a appris ce que c'était que faire attention à l'autre, faire attention à soi? Est-ce que tu sais ce que c'est que aimer? Comment est-ce qu'on peut le définir? J'étais totalement inculte là-dessus, totalement...
je pense que j'étais totalement démuni devant ce sentiment-là quand il a commencé chez moi à s'exprimer à l'adolescence ou autre. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus présent, plus vite, probablement dans notre éducation. Alors, ça l'est probablement suivant les familles, avec de grandes diversités. On sait qu'il y a des enfants, malheureusement, qui sont élevés sans amour, entre guillemets, même si, à mon avis, il y en a toujours un moment ou un autre, mais en tout cas sans quelque chose sans baigner dans de l'amour. Et puis d'autres, au contraire, sont élevés avec un amour incommensurable. Et tout ça fait qu'on peut avoir de grandes différences quand on arrive à l'âge adulte par rapport à ça, par rapport à l'amour. Avec, on le sait malheureusement, les extrêmes les plus difficiles ou les plus beaux peuvent exister à ce moment-là. Il y a l'amour immanence dont vous parlez, il y a aussi un amour transcendance, l'amour divin. L'amour divin, oui, alors là est-ce qu'il y a quelque chose de plus fort? Est-ce qu'il y a quelque chose au-dessus de nous qui doit nous permettre de garder ou d'entretenir ou de subvenir ou en tout cas de nous sublimer dans des moments où cet amour pourrait ou nous manquer ou où on pourrait douter parce qu'on traverse des... Oui, bien sûr. Quelle est votre croyance ? Moi, j'ai été élevé dans une éducation chrétienne parce que voilà, on allait à la messe, ma mère allait à la messe. Moi, j'ai été enfant de chœur, j'ai rendu la messe. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis croyant, je ne vais pas à l'église, mais j'ai évidemment tout cet héritage chrétien, j'ai tout ce que la société aujourd'hui, dont on ne s'en rend pas compte, mais transporte encore, et heureusement, je trouve, de valeurs chrétiennes à travers, voilà, quand même tout ce que ça transporte en termes de valeurs pour pouvoir vivre ensemble. On connaît les péchés, on sait exactement comment est-ce qu'on a pu nous les instruire. Donc, voilà, donc, tout ça est comme un héritage. Alors après, on se dit oui, on croit ou on ne croit pas, mais finalement, c'est bien ancré en nous. Donc après, chacun peut trouver la spiritualité, ou trouver cette âme, cette force, cet amour, ou en tout cas cet axe d'humain à son niveau. Est-ce que je crois en Dieu, par exemple ? Aujourd'hui, moi, j'ai un cursus plutôt scientifique. Alors, je réfléchis, je lis régulièrement des choses sur tout ça. En revanche, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que je n'ai pas la preuve que Dieu n'existe pas. Donc, en mathématiques, comment est-ce que l'on fait quand on veut démontrer quelque chose qui n'existe pas, on trouve un contre-exemple. Bon, là, on ne l'a pas. Donc, ça veut dire que je ne peux pas dire « ça n'existe pas ». Donc voilà, c'est ma position aujourd'hui. Mais moi, très honnêtement, alors voilà, ça c'est mon chemin, je ne m'arrête pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que, oui, je sois capable d'être meilleur, je sois capable aujourd'hui de profiter d'une expérience pour être beaucoup plus dans l'amour au sens divin, c'est-à-dire essayer de partager ça, que ça irradie, que ça puisse profiter aux autres, que je puisse apporter, que je puisse transmettre, que je puisse aider ceux qui aujourd'hui ont encore du mal par rapport à ça, sont dans la difficulté. J'ai appris à ne plus juger aujourd'hui. Vous ne me verrez jamais dans les médias. Souvent, on me demande de réagir à telle chose. Jamais je ne le ferai. Pourquoi ? Parce que qui je suis pour pouvoir juger l'autre, quoi. Qui je suis ? Il y a déjà une justice qui a du mal, qui essaie de faire quelque chose, c'est la justice des hommes. Voilà, on essaye de trouver quand même des moyens de parfois calmer ou malheureusement d'enfermer des gens qui n'ont pas envie d'être dans ce partage ou en tout cas dans ce respect de l'autre. Mais moi, je m'en garde bien. En tout cas, je ne ferai jamais ce travail-là parce que je ne connais pas le parcours de l'autre, je ne connais pas quelle est sa vie, je ne sais pas par quoi il est passé. Donc surtout, non, ne jugeons pas. Et aujourd'hui, on le fait avec une célérité, une injustice, sans rien savoir. Non, surtout pas. Au contraire, moi, je m'écarte de ça. Et cette petite notoriété, je la mets au service de ça. Voilà, quand on me demande de réagir, mais non. Moi, vous éloignez aussi des réseaux sociaux ? Ah, totalement. Ben oui, parce que tout cela se passe. Pourquoi ? Tout simplement parce que je me suis rendu compte que je m'auto-censurais.
C'est-à-dire dans les réseaux sociaux, je commençais à ne plus être intègre ou à ne plus être ce que je suis. Pour dire, ah ben non, si tu dis ça, on va faire ça. Donc je me suis dit, non, non, stop. Moi, je sors de là, je veux rester transparent, je vais essayer de le plus juste possible vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Donc, ça ne me correspond pas. Voilà, à tort ou à raison, parce que ces réseaux sociaux peuvent aussi avoir parfois des bons côtés, mais pour moi, je vois surtout les mauvais côtés. Notamment pour alerter quand il y a des tempêtes ou autres événements climatiques. C'est vrai. Allez, je reviens auprès de vous pour la conclusion. À tout de suite, Louis Bodin. Merci. Merci. Louis, je suis de nouveau en face de vous pour un petit débriefing de cette expérience. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je suis heureux de pouvoir échanger, de poursuivre ce que je fais à travers la météorologie, hein, ce côté collectif, là, de pouvoir aller beaucoup plus loin dans cette parole et aujourd'hui dans ce vrai défi. Hein. Le défi, vous avez vu, il n'est pas technique, il est humain. Il est effectivement. Il n'est pas que climatique, il est humain. Il est humain, il est essentiellement là. C'est ça. On réussira parce que nous aurons réussi cette partie humaine, cette partie collective, ce sens de la civilisation et du collectif. Là, c'est là où on est attendu. Tout est à attendre dans l'humain et dans l'amour. Parmi les 4 mots proposés, c'est peut-être celui-là qui vous a le évidemment, le plus marqué, ça passera par de l'amour. C'est l'amour de l'autre. Pour résumer ça très rapidement, j'ai fait de la course au large sur des bateaux, on était 5 sur un bateau. Et les 5, on dépendait les uns des autres. Si un fait une erreur, ça peut nous coûter la vie parce qu'en mer, la moindre erreur elle peut se payer très fatal, cher. Oui. Donc c'est un travail collectif. Et ce travail collectif, ensemble, dans du plaisir, faisait que chacun on en profitait, mais au centuple. Ouais. Donc voilà, ça c'est la leçon. C'est la théorie des ensembles. Exactement. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est-à-dire que si le tout est supérieur au parti, ouais. Vous le mathématicien. Voilà, exactement. Et en même temps, chacun en profitera beaucoup plus. C'est ça qu'il faut qu'on comprenne. Le partage. Le fait d'agir ensemble, chacun en profitera et on le partagera de manière beaucoup plus belle. Merci beaucoup en tout cas pour ce partage, pour votre optimisme, votre joie de vivre et tout ce que vous nous avez donné, éclairé dans Lumière intérieure. Merci Louis Bodin. Merci à vous derrière vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine sur ktotv.com. Sinon, vous pouvez revoir l'émission toujours sur la même adresse.